Bonjour et bienvenue dans une nouvelle insaisissable review. Aujourd'hui, je vais couvrir les chapitres 71 à 79, où l'on verra le véritable départ de la révolution de Tokioki et ses hommes, et la confrontation avec la terrible garde de l'auvent du Kanto. Pour commencer, le chapitre 71 reprend directement là où le 70 s'était terminé, avec Sadamune qui fonce sur Tokioki, enragé qu'il est d'avoir ainsi été berné pendant plus de 2 ans. Bien sûr, l'insaisissable prince samouraï prend la fuite à la grande inquiétude de ses partisans. Seul Yorishige a compris que Tokioki ne fouillait pas par peur, mais par tactique, tout en s'amusant, car comme le dit bien Yorishige, c'est avec Sadamune qu'il s'amuse le plus à fouir, tant le gouverneur est un redoutable adversaire. D'ailleurs, pendant leur poursuite, Sadamune frôle le jeune garçon plus d'une fois de ses flèches, ce qui renforce bien sûr l'excitation de Tokioki. Alors, toujours un peu excité dès qu'il frôle la mort. C'est quand même spécial. Sadamune a tout de même l'honnêteté de reconnaître que Tokioki s'est amélioré en équitation, mais cela ne diminue pas l'envie de lui prendre sa tête. Je me suis demandé alors comment une telle poursuite pourra se terminer, car Sadamune n'a pas de renfort cette fois-ci, et Yorishige, de son côté, ne semble pas décidé à intervenir, donc ce sera un vrai duel qui ne pourra pas se conclure comme lors du concours du tir au chien. Tokioki n'ayant pas d'arc et Sadamune déployant toutes ses compétences, car ne traitant plus Tokioki comme un enfant insignifiant, mais comme un adversaire de valeur à abattre. C'est donc là que Yusei Matsui va me surprendre par la simplicité géniale de cette conclusion d'affrontement, car Tokioki va feindre d'être déséquilibré pour que Sadamune saute sur l'occasion et se concentre alors sur son tir. Mais ce faisant, il oublie de faire attention à son environnement et se prend une grosse branche d'arbre en pleine figure. Cela le désarçonne, mais casse aussi son arc, ce qui fait coup double pour Tokioki. De plus, comme souvent avec Yusei Matsui, on a droit à un petit trait d'humour, malgré la scène très sérieuse, car quand Sadamune se prend la branche en pleine figure, on voit bien ses yeux sortir de leur orbite, tel un cartoon américain. Donc, vraiment, toute la nanotie de l'œil de Sadamune, c'est assez détaillé, juste pour une case comique. Ça, c'est bien de Yusei Matsui. C'est donc une fois encore une excellente idée de Yusei Matsui pour faire gagner Tokioki, malgré sa faiblesse au combat, tout en exploitant son talent pour la fuite. Cependant, Tokioki cède aussi des compétences qu'il a acquises ces 2 dernières années, et notamment grâce à Sadamune qui, comme le dit encore Yorishige, lui a aussi servi de maître indirectement. C'était d'ailleurs une idée de Yorishige, et cela a bien payé. Tokioki s'est vraiment dépassé. On se souvient qu'à la base, quand ils étaient à Suva, c'est Yorishige qui a dit voilà, prends Sadamune en exemple, et tu deviendras beaucoup plus fort. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai d'ailleurs apprécié ces quelques cases qui rendent en quelque sorte hommage à Sadamune, qui était véritablement le meilleur ennemi de Tokioki en Shimano, que ces derniers respectent beaucoup d'ailleurs. C'est donc pour ça qu'il revient vers lui faire ses adieux. On pourrait alors penser que cela se termine comme la séance au tir au chien, mais ici, Tokioki est plus respectueux, même si en fait ça énerve encore plus Sadamune qui est outragé d'entendre Tokioki dire qu'il va défier le pouvoir. C'est d'ailleurs encore une scène amusante car Sadamune tire vraiment une tête assez improbable, d'énervement, très cartoonesque, comme sait très bien le faire Yusei Matsu. Une fois Sadamune vaincu, Tokioki peut fêter son départ avec tous ses compagnons et ses hommes qui eux sont toujours mortifiés de savoir qu'ils ont été aussi familiers avec l'héritier du clan Hojo. Ce qui est bien sûr l'occasion pour Yusei Matsui, encore une fois, de verser dans la comédie avec Miura qui veut se curer le nez à la mort pour s'excuser de sa familiarité avec Tokioki. C'est en fait une fois de plus l'occasion de placer le surnom affectueux de petit pervers à poil donné par les soldats. Ce qui est en fait un double irrespect pour Tokioki, car en plus de le prendre pour un pervers, ils osent oublier le verbe s'enfuir, ce qui est sûrement la plus grave insulte pour Tokioki. On est donc là encore dans une alternance de moments sérieux et comiques, comme c'est si bien le faire Yusei Matsui, je vais dire beaucoup cette phrase. C'est toujours très bien placé et jamais de trop, c'est un équilibre que j'apprécie beaucoup chez l'auteur. Après cet amusement, l'armée de Tokioki part véritablement pour sa révolution, et cette nouvelle arrive déjà aux oreilles de Tadayoshi Ashikaga, donc le frère de Takoji, qui comprend très vite que la révolution Hojo ne vise pas Kyoto la capitale, mais bien Kamakura.
Encore une fois, Tadayoshi est impressionnant de perspicacité, car comme dit en narration, la seule mention de Tokiyuki et Yorishige lui a fait comprendre la véritable cible de la révolution. Ça promet donc pour la suite. Avant de reprendre le récit, je voudrais m'arrêter un instant sur une case qui clôt le chapitre 72, car je la trouve vraiment jolie et très symbolique pour la suite de l'histoire. Donc cette case est simplement Hojo Tokiyuki et Tadayoshi Ashikaga qui se font face avec derrière les armées Hojo qui filent au seuil levant. Alors déjà, je trouve ça très joli, mais aussi il y a la symbolique de Tadayoshi avec l'emblème des Ashikaga et Tokiyuki avec l'emblème des Hojo qui lui montre d'un air de défi, alors que Tadayoshi le regarde un peu condescendamment, avec un petit sourire narquois. Donc on n'a pas l'impression qu'il le considère vraiment comme un ennemi viable, alors que Tokiyuki, lui, il est vraiment sérieux en montrant, voilà, voici la révolution Hojo. Donc voilà, c'est juste une petite page très sympathique qui va bien montrer la suite des événements, même si Tokiyuki et Tadayoshi vont pas savoir tout de suite, puisque Tadayoshi reste à Kamakura. Voilà, c'était juste une petite aparté sur cette case que je trouvais très jolie et que j'aimerais bien avoir en poster un jour. Tadayoshi envoie donc la garde de l'auvent du Kanto rencontrer cette armée rebelle. Il a d'abord prévenu cependant un de ses généraux déjà sur le chemin de Tokiyuki, mais malheureusement pour lui, il ne fait pas le poids face à la puissance de l'armée Hojo et il est vite vaincu. Il y a d'ailleurs 3 cases plus larges que hautes qui décrivent bien la grandeur de l'armée, car quand l'armée est annoncée, il y a 5000 soldats déclarés au centre, mais rapidement, il y en a 5000 aussi à gauche et à droite. Tout ça dit d'un ton assez médusé. Franchement, le positionnement de la case est pour faire le gag, hein, parce que ça doit être sérieux, mais en même temps il y a un gag parce qu'il s'est dit tiens, il n'y a que 5000 qui arrivent, donc ça va, on peut gérer. Puis hop, il y en a vraiment 5000 qui arrivent à gauche, puis à droite. Le tout avec des petites gouttes sur les bulles, sur les phylactères. Franchement, c'est parfait, quoi. Le gag entre guillemets est là, et on voit vraiment là, en plus la puissance de l'armée Hojo, quoi. Une fois de plus, Yusei Matsui nous place un petit moment comédie quand le général ennemi est acculé car il menace alors de tuer un chat si l'armée Hojo fait un pas de plus. C'est aussi cruel que drôle et bien ridicule. Si ce premier adversaire est facilement vaincu, les suivants seront bien plus difficiles car la garde de l'auvent du Kanto va enfin rencontrer les armées Hojo et ça promet une bataille épique. Mais avant, Yusei Matsui nous présente une fois de plus ses membres qu'on avait plus vu depuis un moment, donc un petit rappel s'impose bien sûr. Et évidemment, Matsui va le faire à sa manière, car on redécouvre les caractéristiques plutôt cocasses de certains membres, comme Kira Mitsuyoshi, qui semble ne manger que de l'herbe, ce qui lui permet de voyager rapidement sans s'embarrasser de provisions, ou encore Imagawa et son amour glauque pour les chevaux. Une fois ce rappel fait, la confrontation entre les armées Hojo et Ashikaga va bientôt commencer car les deux armées sont arrivées l'une face à l'autre. Un peu avant le début de la bataille, Tokiyuki retrouve Oshina et ses hommes qui, comme Miura, sont mortifiés d'avoir ainsi traité Tokiyuki si familièrement et proposent eux de s'ouvrir le ventre dans la grande tradition d'Oshina d'exagérer grotesquement. Ça nous avait manqué, hein, les exagérations d'Oshina et ses hommes, c'est toujours rigolo. Ça fait un peu redondant avec Miura, certes, mais la blague ne dure qu'une case, donc ça passe, et en plus, cela permet d'enchaîner sur une discussion intéressante entre Kojiro et son oncle Yorinao Nezu, qui n'est pas tendre avec son neveu, car il semble déçu de lui, car il n'a pas encore de véritable haut fait. Apparemment, abattre Yonemaru, c'était pas suffisant. Alors que bon, le gars, il était quand même costaud. Bon, il l'a pas fait tout seul, mais le dernier tout était pour lui quand même. Donc bon, il est sévère. Cela dit, la bataille peut enfin commencer, mais pas comme je l'avais pensé, car Shibukawa, le général des armées Ashikaga, s'avance seul devant les armées Hojo, et après avoir complimenté Tokiyuki, il le défie dans un duel chevaleresque. Voilà qui me surprend autant que Tokiyuki lui-même, qui ne s'attendait pas à ça non plus. Encore une fois, Yusei Matsui arrive à rendre les batailles différentes à chaque fois pour éviter la redondance, et ça c'est très appréciable. Mais ensuite, seconde surprise, Kojiro jaillit des rangs de l'armée Hojo et fonce sur Shibukawa dans une case de toute beauté une fois encore. On sent bien toute la détermination du jeune épéiste dans ce dessin. Cependant, cela vexe profondément Shibukawa, qui ressent cette initiative comme un affront et rentre dans une colère noire parfaitement représentée par Yusei Matsui, qui détaille exagérément le visage de Shibukawa pour bien exprimer sa profonde colère, et c'est quelque chose qui m'impressionne à chaque fois.
Et vraiment, là, il détaille encore plus le visage. Et franchement, à chaque fois, ça fait peur, quoi. De plus, dans cet état de colère, le général des Ashikaga n'a absolument aucun mal à repousser violemment Kojiro, qui valse haut dans les airs, ainsi que son cheval et son sabre en morceaux. La puissance du coup est très bien ressentie dans cette pleine page. J'ai vraiment eu peur pour Kojiro, mais on n'a pas vraiment le temps de s'en inquiéter, car déjà Yorishige a envoyé Oshina et nombre d'autres soldats pour tenter une attaque pendant ce duel, mais Shibukawa était tellement en colère qu'il a toujours une force phénoménale qui repousse là aussi cette grande offensive et pousse Yorishige à sonner la retraite. C'est donc un véritable coup de force que vient de faire là Shibukawa. Il va donc être vraiment difficile à vaincre. Une fois retournés de l'autre côté de la rivière, les armées Hojo se remettent de cette démonstration de force. Surtout Kojiro, qui semble assez indemne grâce à sa solide armure. Bien sûr, cet échec de Kojiro déplaît beaucoup à Yorinao Nezu, son oncle, mais Tokiyuki prend sa défense en arguant que c'est à cause de lui si Kojiro a agi ainsi. C'est d'ailleurs une intervention surprenante car Tokiyuki n'aime pas le conflit en général, en plus de s'opposer à l'un des 3 grands généraux de Suwa. C'est donc une agréable surprise de voir Tokiyuki défendre ainsi son ami. De plus, cela permet une fois encore d'approfondir le personnage de Kojiro, car on apprend alors que sa mère, qui est la sœur donc de Norinao, est morte à l'accouchement et que Yorinao juge donc Kojiro comme responsable de sa mort. De plus, Kojiro semble considéré comme un bâtard, car il est né d'une union forcée entre sa mère et un haut placé du shogunat de Kamakura qui l'a vite abandonné. Malgré cela, Yorinao s'est tout de même occupé de Kojiro pour qu'il devienne un brillant soldat et fasse ainsi briller le nom de Kojiro qui tient du fils de Yorinao, qui lui est de faible constitution et donc inapte à la guerre. Ce moment d'histoire de personnage était donc vraiment intéressant, car si Kojiro est là depuis le début du manga, on en savait peu sur son passé au final, et j'ai trouvé ça aussi intéressant que tragique. On comprend aussi pourquoi Kojiro a pris un tel risque en voulant combattre Shibukawa. Donc Tokiyuki avait raison, c'est quand même un peu de la faute de Yorinao qui l'a poussé à faire un truc aussi fou, et heureusement qu'il n'en est pas mort. Ensuite, on a un petit moment force de l'amitié, comme j'aime bien l'appeler, indispensable à tout shonen, car Tokiyuki comprend alors la situation de Kojiro, mais en même temps, en tant qu'ami, il ne veut pas que Kojiro meure en recherche de gloire et propose même d'établir une stratégie à deux pour combiner leurs passions respectives. Parce que Kojiro, précédemment, admet qu'il doit aimer autant la guerre que Tokiyuki aime la fuite. Encore une fois, on a un petit rajout du personnage, ça fait plaisir. Et pendant qu'il pense à ses stratégies, accompagné des autres insaisissables, on a un plan sur Yorishige qui est ravi de voir que ses enfants, entre guillemets, même si le seul véritable enfant c'est Shizuku, mais les autres il les considère aussi comme ses enfants, donc il progresse bien malgré tout, et je trouve que c'est un bel ajout, car comme souvent, sous ses airs loufoques, Yorishige tient profondément à ses jeunes protégés, et ça donne aussi une bonne consistance au personnage. Les deux armées se retrouvent à nouveau sur un terrain choisi par Yorinao Nezu, qui avantage clairement l'armée Hojo, mais cela ne suffisant pas, Yorishige lui décide d'offrir le duel chevaleresque demandé par Shibukawa dans l'idée de ne plus le mettre en colère et avoir un espoir de victoire. C'est donc le général Uno qui a la charge de combattre le puissant général des Ashikaga, car comme ce dernier, il sait aussi se renforcer seul. Si pour Shibukawa, le renforcement vient de la colère quand on bafouille son sens de la chevalerie, Uno, on le sait déjà, se renforce en imaginant des scènes sensuelles avec des dames de compagnie. Une sensualité assez limitée, mais suffisante pour faire bouillir le sang d'Uno et ainsi arriver à prendre le dessus sur son adversaire, bien plus jeune que lui. Un combat encore assez impressionnant, avec des cases d'un impact assez puissant, rendant bien compte l'intense duel que se livrent les deux généraux. Une fois de plus, Yusei Matsui ne me déçoit pas dans la retranscription de ce combat, avec de grandes cases pour bien apprécier l'engagement des deux combattants. Le tout est bien sûr entrecoupé de renforcements aussi sérieux que gaguesques d'Uno qui pense à ses dames de compagnie. Et quand je dis que c'était une sensualité très limitée, ça se limite juste à tenir la main d'une fille, à se mettre sur ses genoux. Alors, il se passe rien, mais apparemment pour lui c'est suffisant. Donc c'est ça qui est assez amusant, et en même temps, c'est cohérent. D'ailleurs, on comprend bien le délire derrière, mais en même temps, ça reste crédible, comme je le disais, et plutôt badass en fait, parce que Yusei Matsui
détaille encore bien les personnages de manière badass vraiment. Donc même si la base est un peu étrange, eh ben, ça marche bien et ça reste quand même badass. Donc franchement, j'aime beaucoup ce genre de délire. Dans cette œuvre, où les motivations sont souvent loufoques, sans faire trop tâche sur le récit historique. Encore une fois, il y a une question d'équilibre, même pour le comique et le récit historique. Et c'est ça que j'aime bien dans ce manga, c'est qu'il y a vraiment un équilibre, c'est comme l'équilibre de la force, quoi. Il n'y a jamais trop de cours historiques, vraiment, je sais pas pour barbant parce que moi j'aime bien l'histoire, mais il n'y a jamais trop de données historiques, mais il n'y a jamais trop non plus de comédie. Même si au début, comme je l'avais déjà dit dans ma première review, je trouvais que parfois il abusait un peu. Mais maintenant, on a vraiment atteint un équilibre où il y a le récit historique et la comédie, parce que je crois que Yusei Matsui aime les deux, et il arrive à vraiment faire ça bien. C'est jamais trop dans l'un dans l'autre, et franchement, c'est pour ça que je continue aussi à lire ce manga, c'est plaisant. Cependant, tout ce renforcement ne semble pas être tout à fait décisif contre Shibukawa, qui résiste malgré aux assauts d'Uno. C'est alors que Magojiro entre en scène avec une fourberie une fois encore bien pensée. Car le jeune assistant déploie des soldats Ashikaga déguisés en soldats Hojo qui attaquent alors Shibukawa dans le dos, ce qui bien sûr a comme résultat d'enrager ce dernier, qui contre-attaque alors avec une puissance démesurée, frappant avec force Uno qui n'a même pas le temps de réagir. Heureusement pour lui, Shibukawa cesse le duel et appelle à la mêlée générale pour massacrer les armées Hojo. Pendant ce temps-là, à l'arrière du champ de bataille, Shizuku s'occupe de l'intendance du camp en compagnie des autres servantes. C'est donc là que Yusei Matsui revêt à nouveau son costume de professeur et explique rapidement les tâches des personnes restées à l'arrière. Ça ne prend qu'une demi-page, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir ce qu'il se passe à l'arrière pendant la bataille. Donc encore une fois, comme je disais, l'équilibre entre l'action, même si maintenant l'action, le duel, la comédie, ici le récit historique, il va pas faire un tome sur les servantes à l'arrière de la bataille, non, ça prend une demi-page, parfois un peu plus, mais généralement c'est pas trop lourd, quoi. Et ça ne casse pas le rythme du récit, car même si ensuite Yusei Matsui continue avec Shizuku qui réceptionne une tête d'un soldat ennemi en trophée, ce qui peut choquer de notre époque, mais apparemment à l'époque, en 1335, ça semblait normal. Et donc, bon, avec cette petite intermède, le récit reprend vite ses droits, car soudainement, Iwamatsu, le commandant des Ashikaga, déboule dans le but d'attraper toutes les femmes du campement pour son harem. C'est une belle tactique de fourbe qui tranche avec la chevalerie de Shibukawa, mais qui fait son effet car les gardes du campement sont vite débordés. Cela dit, si Shizuku n'a pas l'air très inquiète, elle se fait vite capturer, mais pas très longtemps, car heureusement pour elle et le campement, Mochizuki, accompagné d'Ayako et Fuyuki, avait remarqué le groupe d'Iwamatsu et l'a suivi discrètement, permettant ainsi de sauver la jeune servante et ses compagnons non combattants. Ensuite, comme si Yusei Matsui n'avait pas assez de plot twist, Iwamatsu, qui se retrouve alors acculé par le grand nombre du régiment de Mochizuki, révèle lui aussi que s'il est surpris de les voir arriver, parce qu'il ne pensait pas que quelqu'un allait venir les aider, il déclare aussi d'être ravi d'avoir suivi le conseil de Magojiro, car lui aussi, ça fait beaucoup d'aussi dans cette phrase, avait des renforts cachés avec le régiment d'Ishido, le second assistant des deux généraux d'Ashikaga. Ce conseil avisé rééquipe les forces et les soldats de Mochizuki et d'Ishido se combattent pendant qu'un duel entre Iwamatsu et Mochizuki, ainsi qu'entre Ayako et Ishido se prépare. Si la situation semble sous contrôle, de loin sur le champ de bataille, cette attaque arrière inquiète beaucoup les soldats Hojo. J'aime beaucoup ces deux plot twists d'ailleurs, qui rendent la bataille passionnante et qui ne rentrent pas dans une routine d'attaque et de défense ou de contre-attaque. Il y a vraiment une stratégie bien pensée. Je ne sais pas où Yusei Matsui va chercher toutes ces idées, mais ça m'épate à chaque fois, car il essaye vraiment de diversifier les combats au sein de cette grande bataille, sans oublier d'établir des stratégies réalistes et surprenantes. Il concentre d'ailleurs toutes les stratégies des Ashikaga en la personne de Magojiro, qui, malgré son jeune âge, arrive à manipuler ses propres compagnons pour tirer le maximum de leur force et ainsi mettre le bazar dans les troupes adverses. Il faut avoir un esprit vraiment fort pour arriver à manipuler des caractères comme Shibukawa et Iwamatsu. Cette bataille permet donc aussi de développer les adversaires de Tokioki, ce qui est intéressant, car à ce moment du récit, je me suis vraiment demandé comment les armées Hojo vont pouvoir vaincre cette garde du Haut-Vent du Kanto qui semble invincible. Heureusement, Tokioki, lui, semble plus excité qu'inquiet en voyant la puissance de ses ennemis,
et décide que c'est le bon moment de provoquer Shibukawa en duel avec Kojiro, car le général ennemi s'est mis en retrait sur une falaise, confiant en ses soldats. Mais du coup, en se retirant comme ça, il s'est isolé, et c'est donc une occasion de le combattre, et ça, Tokioki l'a bien compris. S'il n'est pas aussi stratège que Kojiro, en face, il commence à avoir un bon ressenti de la bataille en cours, et s'est sauté sur une occasion. De plus, il veut donner à Kojiro son moment de gloire pour que son oncle Yorinao Nezu soit enfin fier de lui. C'est donc intéressant de voir la progression de notre héros qui, malgré son peu de motivation au début à étudier les stratégies militaires, devient de plus en plus un vrai général d'armée. Cependant, vouloir combattre Shibukawa, c'est bien, mais il faut d'abord pouvoir traverser le champ de bataille. Discrètement en plus, et pour cela, Tokioki fait appel au maître du déguisement Gemba pour qu'il lui donne l'idée de retourner la stratégie de Kojiro contre son camp, en se déguisant eux aussi en soldats Ashikaga. Une fois déguisé, Tokioki se souvient aussi des écrits de son âme sœur en matière de fuite, le rusé Kusunoki Masashike, qu'il a rencontré à Kyoto lors de l'arc de Kyoto. Car pour traverser un champ de bataille et rendre son déguisement crédible, il faut avoir de l'assurance et être convaincu de ce que l'on fait. Ce qui fonctionne à merveille pour les deux garçons qui traversent alors les soldats ennemis sans se faire vraiment remarquer. Tokioki a donc encore l'intelligence de se servir des écrits de Kusunoki, qui sont de très précieux enseignements, malgré une écriture très abstraite. Même moi qui ai une écriture dégueulasse, elle n'est pas aussi dégueulasse que celle de Kusunoki. Une fois arrivés près de Shibukawa, Kojiro et Tokioki défient le général dans une presque pleine page, plutôt badass. J'aime d'ailleurs la composition avec l'air en colère de Shibukawa en fou, avec devant Kojiro un peu frimeur pour piquer le sens de la justice de son ennemi, et avec à ses côtés Tokioki, l'air sérieux mais aussi pas tout à fait rassuré. Ça fait vraiment une excellente case de fin de chapitre. À ce niveau du récit, c'est 3 duels qui vont se dérouler en parallèle, mais pour plus de simplicité et de fluidité, je ne vais pas en parler chronologiquement comme je fais d'habitude, mais plutôt chacun séparément. Parce que sinon, ça va être un peu tout le bazar. Tout d'abord, commençons par le duel entre Ayako et Ishido, qui ont déjà bien engagé le combat, où Ayako semble tenir le coup malgré les puissants assauts de son adversaire. Adversaire qui lui semble plutôt à l'aise, car pendant qu'il attaque la jeune fille, il lui pose des questions qui n'ont rien à voir avec la bataille, mais plutôt avec son idole dont il a une représentation sur son armure. Si c'est un peu loufoque, comme Yusei Matsui aime à le faire, ça permet aussi d'apprendre qu'Ayako ne se considère pas comme une bonne servante de Tokiyuki. Personnellement, je ne suis pas d'accord, car elle fait plutôt partie de la caste guerrière, et c'est ainsi qu'elle sert au mieux son seigneur. Mais soit, Ishido déclare ensuite ce qui fait sa force et sa détermination, qu'il juge d'ailleurs plus grande que celle d'Ayako, et on comprend pourquoi. Tadayoshi Ashikaga, avant la bataille, a fait réserver la plus grande salle du temple, le plus prestigieux de Kamakura, pour que l'idole d'Ishido puisse y danser, ce qui est considéré comme un grand honneur. On voit donc que Tadayoshi fait encore une fois preuve d'intelligence avec ce cadeau, car au lieu de juger les motivations de son subordonné, il l'encourage et gagne ainsi sa loyauté indéfectible. Cependant, cette déclaration fait réagir Ayako, qui réplique dans une proclamation très shonen que sa détermination vaut tout à fait celle d'Ishido, car son désir de protéger son seigneur, qu'elle aime beaucoup, est aussi fort que l'adoration d'Ishido envers son idole, ainsi que sa loyauté envers les Ashikaga bien sûr. Avec ce regain d'énergie, elle adopte le style de combat bordélique de son père et surprend Ishido, qui se rend compte alors que la détermination d'Ayako surpasse maintenant la sienne. Passons maintenant au second duel qui oppose Mochizuki à Iwamatsu. Le père d'Ayako avait commencé ce duel très confiant, mais il est rapidement acculé par son adversaire et son sabre ridiculement énorme qui tranche le tronc d'arbre que Mochizuki affectionne à utiliser en combat. Mais même avec un sabre classique, il n'arrive à rien car l'arme d'Iwamatsu est vraiment très puissante. Cette arme innovante dépasse Mochizuki, qui est lui de l'ancienne génération alors que Iwamatsu est bien plus jeune. Cependant, le vieux briscard arrive par trouver un moyen tout aussi original de contrer les attaques de son ennemi. Il ramasse alors 2 cadavres ennemis qu'il soulève pour parer le coup d'Iwamatsu, arguant que ce dernier ne peut trancher 2 armures et 2 corps. Voilà une contre-attaque plutôt maligne, même si c'est pas très respectueux des morts tombés au combat. Mais au moins c'est efficace. D'ailleurs ça m'a beaucoup surpris parce que bon, je sais
On connaît Mochizuki et son style très spécial de combat, hein. Il prend un peu de tout n'importe quoi, et c'est vrai que c'est souvent d'être en arbre. Mais là, le gars, il prend tranquille deux cadavres au sol, il les soulève, et hop, c'est comme ça qu'il parle le coup d'Iwamatsu. Encore une fois, il a contré l'originalité d'Iwamatsu par la sienne, et c'est encore une fois très bien vu. Ensuite vient le troisième et dernier duel, qui est un peu le duel au sommet, car c'est le combat contre le général Hojo et le général des Ashikaga. Tokiyuki est bien sûr accompagné de Kojiro, et les deux garçons ont une stratégie bien précise pour combattre Shibukawa, et ainsi éviter la même débâcle que Kojiro un peu avant. Tout d'abord, Kojiro déclare défier Shibukawa avec Tokiyuki pour déjà bien agacer le général des Ashikaga. Car on le sait, insulter son sens de la loyale chevalerie enrage vite ce général. Ce dernier ne traîne d'ailleurs pas à viser Tokiyuki, car c'est le général en chef, mais celui-ci, comme toujours, arrive à esquiver ses coups, même si on voit bien, au travers de ses expressions, que c'est à chaque fois très limite, tant les coups de Shibukawa sont rapides et puissants. Ensuite, Kojiro demande à Tokiyuki d'appliquer leur stratégie plutôt que de s'amuser avec Shibukawa. Tokiyuki est certes devenu un bon général, mais c'est encore Kojiro qui a la tête la plus froide et reste concentré sur la stratégie. Parce que sinon, avec Tokiyuki, ça pourrait encore prendre toute la journée de pouvoir esquiver un adversaire aussi puissant. C'est comme avec Sadamune. On retrouve donc bien un Kojiro qu'on apprécie. Cependant, Tokiyuki rechigne un peu à appliquer la stratégie, car il trouve ça grossier et que cela va fâcher Shibukawa. Et c'est là que cette fois-ci on retrouve l'éducation noble de Tokiyuki, mais aussi son caractère aimable, et plutôt qui n'aime pas les conflits et rester respectueux. C'est assez amusant, mais Kojiro le dispute aussitôt dans une courte scène tout aussi amusante, et finit par le convaincre de le faire. Tokiyuki donc se reprend alors, et à ma grande surprise, commence à se moquer grassement de Shibukawa. Ce qui, comme l'avait dit Tokiyuki, énerve prodigieusement Shibukawa, qui redouble alors de puissance pour venger cet affront. C'est aussi très drôle de voir Tokiyuki commencer à se moquer de quelqu'un, parce que c'est pas du tout son genre. Donc je comprends que Kojiro voulait absolument que ce soit Tokiyuki qui le fasse, parce que du coup, effectivement, l'impact est beaucoup plus fort venant de lui que quelqu'un d'autre. Cependant, Tokiyuki arrive encore et toujours à éviter ses coups, au prix de nombreux moments où il doit bien sentir la lame de son ennemi le frôler. Le jeune garçon continue ainsi pendant un moment, enrageant toujours plus Shibukawa, qui ne cesse d'accélérer ses attaques, ce qui finit tout de même par inquiéter Tokiyuki, car le général et Ashikaga arrivent à érafler l'armure de Tokiyuki, malgré son nom incroyable pour éviter les coups. C'est bien la preuve que Shibukawa est extrêmement puissant et rapide. Quant à Kojiro, lui, il ne fait que tourner autour de Shibukawa, n'attend que jamais vraiment, ce qui surprend le pourtant très stratège Magojiro, qui ne comprend pas là où les deux garçons veulent en venir. Et d'ailleurs tant mieux, parce que du coup il ne peut pas agir. Parce que je suis sûr qu'il aurait fait un bon coup en traître. C'est alors que Tokiyuki s'agenouille devant Shibukawa et s'excuse pour son impolitesse, tout en déclamant que s'il arrivait à vaincre son fier partisan, il lui ouvrirait sa tête. Une déclaration assez étonnante et sacrément risquée, surtout quand on sait que Kojiro n'a pas tenu une seconde contre Shibukawa lors de leur première rencontre. Mais si Tokiyuki se met dans une position aussi risquée, c'est qu'il a entièrement confiance en son serviteur et ami. C'est donc sur ce suspense insoutenable que je vais conclure cette review, et je vous donne rendez-vous à la prochaine review pour le dénouement de ces 3 duels qui s'annoncent sacrément épiques. Au revoir.